bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le retour de nos podcasts. Je suis en magnifique compagnie avec Delphine Benwesh. Bonjour Delphine. Bonjour. Donc Delphine qui est professeure d'EPS mais surtout vice-championne du monde de MMA amateur, voire championne du monde pour certains, on en rediscutera. Championne de France amateur, des titres en boxe amateur également et en grappling. Donc comment ça va Delphine déjà pour commencer? Eh ben, ça va super, hein. Bah écoute, au top. Tu me disais que là, tu étais au soutien de copains, donc quand tu combats pas, t'aides à combattre, c'est ça? Ouais, j'ai donné de la force à mes partenaires de club parce que bah, enfin, ils m'en donnent aussi quand je combats, donc c'est important d'être soudés les uns avec les autres. Ouais, tu vois le truc un peu comme... alors, sport collectif, ce sera peut-être exagéré, mais il y a un peu de ça, quoi. Un peu familial. Non, bah vraiment c'est ça. Enfin, un entraînement toute seule et un entraînement avec des gens, ça a rien à voir. Déjà, on peut pas faire les mêmes choses. Enfin, nous, on a vraiment besoin d'un partenaire, qui plus est un partenaire compétent, c'est d'autant plus efficace pour s'entraîner. Donc oui, c'est presque un sport collectif. Ah, j'ai 2 clubs, les 2 je les considère comme ma famille, donc c'est important d'être là Ok. pour eux, c'est important qu'ils soient là pour moi. Je suis à Évry, au Fight Industry, et à Bonneuil, au Mamoudy Gym. Très bien, donc oui, ça aussi, c'est pas... je sais que selon les époques et certains sports de combat, parfois, il y a des rivalités interclubs. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, être dans plusieurs clubs pour s'entraîner et combattre. Ouais, moi ça pose pas de problème en tout cas. Impeccable, bah, magnifique. Bah écoute, déjà je voulais savoir comment on commence la pratique du MMA. En tout cas, toi, quelle est ton histoire par rapport à ce sport? J'ai une copine qui voulait faire un sport de combat. Moi en fait toute mon enfance j'ai voulu en faire mais j'avais pas le droit. J'étais déjà un petit peu bagarreuse, du coup mes parents ils voulaient pas encenser ces traits de caractère. Et du coup, à 19 ans, j'ai une copine qui me propose de faire un essai dans un club. Donc, j'y vais, elle vient pas. Et au final, je me fais repérer pendant cet essai. Donc, j'ai fait 1 an dans ce club. Ça m'a pas trop plu. Et ensuite, j'ai arrêté pendant 2 ans et j'ai repris par du grappling à Nanterre avec Fabien Brauchtel, Dao Vautring. Et j'ai vraiment adoré. Donc, j'en fais 4 ans. Ensuite, je déménage pour bah, mon travail et je me retrouve à Évry. Donc à Évry, il y avait le Fight Industry et enfin, je connaissais déjà Johnny Frachet qui donnait des cours là-bas à l'époque. Donc je suis allée ensuite au Fight Industry et le club m'a beaucoup plu. J'ai fini par rejoindre la section boxe anglaise et là en fait je m'entraîne en boxe anglaise à Évry. Le coach de boxe anglaise s'est aussi formé pour le MMA. Du coup, il m'entraîne maintenant en MMA. Et je m'entraîne aussi en MMA à Bonneuil, au Mamoudy Gym, avec Nicolas Haute, que j'ai rencontré quand j'étais en équipe de France de MMA. Ouais, donc beau parcours. Tu as déjà un peu roulé ta bosse en termes de partenaires et de localisation, on va dire. J'ai plusieurs questions qui Ouais. me viennent. Tu disais, j'avais un tempérament de bagarreuse et mes parents voulaient pas que voilà, je fasse de sport de combat. Ouais. Comment on passe le cap ou quel conseil tu donnerais à des gens justement qui veulent se lancer dans des projets un peu contre l'avis de leurs proches? Ouais, moi, j'en ai parlé que cette année à ma famille. Avant, ils savaient pas. Je faisais mes petits trucs dans mon coin. Et je pense qu'en fait, quand il y a quelque chose qui nous anime, bah, faut vraiment s'épanouir dedans. Enfin, on peut pas passer sa vie à faire plaisir aux autres parce que bah sinon on finit malheureux et c'est vraiment important de trouver sa voie et de s'épanouir dedans, je pense. Je suis assez d'accord avec toi et même les gens qui nous veulent le meilleur du monde, hein. Tes parents, je suis sûr que voilà, c'était plus de l'amour et de la crainte par rapport à toi. Oui, bien Il faut sûr, hein. savoir, entre guillemets, couper le cordon et se dire que c'est pour nous qu'on fait des choses avant tout et que c'est pas leur Ouais, manquer c'est de ça. respect d'ailleurs. Et comment ils ont réagi quand ils ont découvert que tu étais championne en devenir?
Bah, en fait, comme j'ai un peu tout déballé d'un coup, ils se sont dit, bon, bah, trop tard, quoi. Enfin, c'est mort maintenant. Ouais, voilà. Et bah, je sais pas, ils ont vu que j'étais pas devenue plus violente, enfin, que mon comportement, il avait pas spécialement changé. J'étais toujours respectueuse, calme, et voilà, ça les a pas finalement dérangés. Ouais, et peut-être que ne pas dire au début, quand on travaille sur un projet, alors toi c'est des entraînements, il y a beaucoup de Ouais. travail, de sueur derrière. Je pense que quand ils se rendent compte que c'est pas un petit désir comme ça, ouais, je veux m'inscrire au MMA ou à la boxe, et que ça fait X années que tu travailles le sujet, ils se disent que c'est quelque chose à laquelle tu tiens. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et non, enfin, si, je pense que c'était ouais un souci de protection et comme ils voient que tout va bien, que enfin, j'ai pas de soucis de santé, voilà, je suis pas devenue folle, donc je pense que c'est ok maintenant. On a commencé la discussion sur le caractère collectif de ton sport, alors que c'est un sport individuel, mais le côté Ouais, voilà, encouragement, et même tu as nommé pas mal d'enseignants, de coachs, dont je connais certains pour leur pédagogie. D'ailleurs, tu parlais de Johnny Frachet, super prof. ouais, incroyable. C'est que tu as commencé le MMA, tu voulais en faire, tu as fait 1 an, tu t'es décidé d'arrêter parce que ça t'allait pas, et tu y es revenu. Donc, en fait, ton parcours aussi, ce qu'il dit, c'est que on aime une discipline, on va aimer un sujet aussi par rapport aux personnes qui nous font entrer dedans finalement. Ouais, ouais, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a des gens qui savent se mettre à la place des autres, qui trouvent les bons mots, les bons déclencheurs et qui rendent tous les apprentissages beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides, qui nous donnent confiance, enfin, qui nous permettent bah, de s'épanouir tout simplement, hein. Et finalement, c'est un peu un hasard ou tu t'étais un peu renseigné sur, parce que tu parlais par exemple des clubs que tu as rejoints après t'être installé à Ivry, c'est parce que c'était entre guillemets les deux plus proches ou tu avais un peu fait ton travail de renseignement? Alors je connaissais Johnny et je savais que c'était un super pédagogue, je l'aimais déjà beaucoup. Donc non, j'ai pas du tout cherché, je savais juste qu'il avait un club là-bas et j'y avais été une ou deux fois pour aider à préparer Eva Dourte qui combattait. Mais je m'étais pas inscrite là-bas parce que ça faisait trop loin de chez moi. Quand j'ai déménagé, je me suis pas posé la question, je suis allée m'inscrire là-bas. Ensuite, Johnny, il est parti pour le NR Fight. Et il est parti au moment où moi, je suis entrée en équipe de France. Donc, il m'a dit, Delphine, tu peux pas rester que à Évry. C'est des entraînements que le soir. Tu peux pas t'entraîner 2 fois par jour, etc. Faut que tu viennes au NR Fight où il était à l'époque. Donc, j'ai fait NR Fight et Évry. Et je comptais pas les heures de transport, c'est super galère en fait d'être dans 2 clubs, surtout d'aller à Paris quand on vient de banlieue, c'est très loin. Mais je savais que quand j'allais là-bas, j'apprenais des techniques. En fait, je me suis dirigée vers Bonneuil, qui est aussi assez loin de chez moi, je mets 50 minutes à y aller. Les coachs de l'équipe de France, c'était Johnny, Chris, Dafreville et Nicolas Haute. J'aimais beaucoup avoir Nicolas Haute dans mon coin, mais il connaissait pas très très bien mon jeu parce que bah c'est normal, on se voyait seulement pour les championnats, enfin c'était seulement vu aux championnats d'Europe ou aux championnats du monde, donc il m'avait juste vu combattre 2 ou 3 fois 3 minutes. Je suis très coachable et que c'est un point fort de mon MMA, c'est de bien écouter les consignes. Donc si un coach connaît mon jeu, ça change tout à ce qui se passe dans la cage. Donc je me suis dit, je vais aller 2, 3 fois à Bonneuil, parce que Nico m'avait proposé de passer. Et je me suis dit, comme ça, il connaîtra mon jeu, il pourra mieux me coacher, parce que des fois, Johnny, il avait tellement d'athlètes qu'il connaissait en équipe de France, et tout le monde voulait Johnny dans son coin, que bah, des fois, il pouvait pas être dans mon coin. Donc je me suis dit, Nico ou Johnny, j'aurai toujours au moins un des deux, donc c'est bien si Nico aussi connaît mon jeu. Et en fait, je suis allée à Bonneuil et je suis tombée amoureuse de ce club. C'est une ambiance super familiale, ça rigole, ça vanne et en même temps, ça travaille vraiment sérieusement, ça travaille dur. Et au NR Fight, je te disais que j'apprenais plein de techniques. Nico, il enseigne pas forcément des techniques,
mais stratégiquement, je pense qu'il n'y a pas mieux. En fait, il voit tes points forts et il te construit une structure de jeu. Et moi, je trouve que c'est ce qui manquait à mon MMA. Savoir quoi faire, à quel moment, savoir où se diriger dans le combat. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a bien réussi à me construire avec mon coach d'Evry, Hollywood. Du coup, depuis que je suis avec Nico, j'ai complètement changé ma façon de combattre. En fait, avant, je travaillais un peu toutes les disciplines. J'étais débrouillarde partout. J'avais une bonne anglaise, j'avais une lutte correcte, j'avais un bon grappling. Et j'étais OK pour aller partout. Je cherchais rien de spécial, je voulais juste mettre des coups et pas trop en prendre. Et depuis que je travaille avec Nico et Hollywood, ça a plus rien à voir maintenant. Je sais ce que je veux quand je rentre dans la cage. Ça change toute la physionomie du combat, en fait, de savoir où on veut aller. Pour revenir sur Nicolas Haute, j'avais assisté à une compétition de grappling qui s'appelle le roll-up, très sympa d'ailleurs, où il avait participé. Où il avait étranglé Mourad. Et exactement avec une guillotine. Et en fait, ce qui est drôle dans ce que tu décris, c'est que la façon de coacher, a priori, c'est exactement la manière avec laquelle il combat. Il y a beaucoup de roublardise et d'intelligence. Et je me souviens Ouais. qu'il était plutôt dominé. Il avait fait le dos rond, il l'avait rendu fou et son adversaire avait fini par faire une erreur vers la fin. Il l'a pris en guillotine tout de suite et terminé quoi. Ouais, il avait trash talké pendant le combat. Ouais, Il lui je le voyais disait, un peu s'agacer en face. Ouais. ouais, il disait, c'est tout Mourad, mais ils sont venus pour toi, vas-y, attaque, attaque. Ah non, mais ça c'est le mieux que tu puisses faire, non. En plus, avec sa tête d'ange, il a dû le rendre fou. Ouais. Ouais, c'est clair. Parler de sa capacité à être coachable, il me semble que c'est Kobe Bryant que j'avais déjà entendu dire ça. C'était l'une de ses plus grandes qualités aussi, ou en tout cas que c'était une qualité à développer. Ça aussi, comment on fait, tu le fais peut-être pas consciemment, mais pour être coachable, voilà, pour avoir ce recul pendant le combat où c'est la guerre. Bah, je pense que c'est quelque chose qui se travaille un petit peu tout le temps pendant l'entraînement. Faut essayer d'appliquer. En fait, c'est pas que un travail de l'élève, je pense. Il y a une relation à construire avec le coach parce qu'en fait, c'est facile d'écouter quand tout va bien dans le combat. Quand c'est un peu la galère, quand on commence à se faire dominer, à prendre des coups durs, à se faire bien toucher. En fait, c'est ces moments-là où la coachabilité va faire qu'on va gagner ou perdre. Ouais. Et cette coachabilité, elle dépend beaucoup de la relation de confiance. Moi, je sais que dans ces moments-là, quand j'ai Nico, quand j'ai Hollywood dans mon coin, c'est pas je peux prendre un KO, je m'en fiche. C'est que j'ai tellement confiance que s'ils me disent de faire un truc, je vais le faire à 2000%, peu importe les risques. S'ils me disent de prendre des risques, c'est qu'il y a une raison. Ils vont pas me faire prendre des risques gratuitement, entre guillemets. Donc, ouais, j'ai une telle confiance en eux. Ils ont réussi à construire, finalement, que la faculté que j'ai à entendre et combattre en même temps, eh ben, elle est valable même dans les moments difficiles. C'est un travail qui doit se faire à l'entraînement, je pense. C'est une communication qui doit être habituelle. Nico, il va dire des mots qui ont aucun sens pour tout le monde. H, pareil, mon entraîneur Hollywood, excuse-moi, il va dire des mots qui n'ont aucun sens pour 99% des gens, mais nous deux, on sait ce que ça veut dire ce mot, et ça va déclencher la réaction qu'ils veulent. Il y a ce langage qu'on doit établir à deux, parce qu'il n'y a pas le temps non plus de faire des longues phrases. Et il y a aussi le fait qu'il faut, oui, donner des conseils. Bah, moi, ce qui marche sur moi, c'est les choses factuelles. Enfin, par exemple, les relève-toi, bah, non merci. Enfin, tu vois, on me dit pose ta main, enfin, monte sur ton épaule, nanani, lève ton pied, ok. Mais relève-toi, je trouve, ça me saoule d'entendre ça. Enfin, mais moi, une fois, j'étais partie encourager un pote à moi qui combattait en grappling. Et le coach, il lui dit, mais relève-toi, bordel. Bah, dis-lui comment, en fait, sinon, bien sûr, qu'il se serait déjà relevé. On dirait c'est un tour de magie. Enfin, il y a la vision qu'il faut avoir. Hollywood, il a une vision incroyable. Il sait tout de suite ce qu'il faut faire quand il regarde un combat. Bah, Nico, j'en parle même pas, c'est pareil. Il y a la vision de ce qu'il faut faire et il y a les mots qu'on utilise. Et après, derrière ça, il y a la confiance qui va faire que je vais écouter ou pas. Largement suffisamment formé pour comprendre qu'il faut te relever et te sortir de cette pression. Par contre, c'est des clés techniques, des clés rationnelles qu'il faut, quoi. C'est plus des conseils que des encouragements. Le MMA, voilà,
sport controversé, de moins en moins, et c'est hyper chouette. Voilà, les médias français se sont calmés par rapport à l'aspect gaz, c'est un sport de sauvage et compagnie. Euh, je pense que voilà, des athlètes féminines comme toi, ils contribuent aussi, le rendre plus universel aussi. En parlant d'universalité, euh, quelqu'un qui voudrait se mettre au MMA, ou à la boxe anglaise d'ailleurs, au pied-point, à des sports de percussion, quel conseil tu lui donnerais si voilà, ça l'intéresse, mais il a un peu peur des coups, voilà, c'est quoi pour débuter, pour passer outre cette appréhension de je vais revenir avec. Alors, il y a deux choses. Moi, j'ai peur des coups. Dès que je fais pas de sparring pendant 1 ou 2 semaines, je reviens à l'entraînement, j'ai peur des coups. Même quand j'en fais souvent, le début des entraînements, j'ai peur des coups. En fait, il faut vraiment prendre confiance dans ses moyens de défense. Il faut de la progressivité et prendre confiance dans ses moyens de défense. J'ai commencé la boxe anglaise. Bah bon, je savais pas mettre de direct, ok, mais surtout j'avais les coudes super ouverts, j'avais les mains au niveau des épaules. Enfin, ma garde, c'était pas du tout ce qu'il fallait pour se protéger. Donc en fait, j'avais peur des coups parce que quand je prenais des coups, j'avais mal et j'étais pas bien sur mes appuis. Donc c'était dur d'amortir les coups. Donc en fait, j'avais raison d'avoir peur des coups parce que je savais pas les prendre. Quand on sait, entre guillemets, prendre des coups, qu'on a les bonnes postures, qu'on sait amortir, qu'on sait bloquer, parer, esquiver, et ben on a beaucoup moins peur des coups. Mais malgré ça, il faut quand même une progressivité, tu vois. Enfin, tu commences doucement sur l'échauffement, mais avant de combattre, je m'échauffe pas vraiment, je fais pas d'échauffement général. Mon échauffement, c'est du touche-épaule, c'est des blocages. Enfin, il y a un de mes coachs qui m'envoie des coups et moi je bloque. Je suis bien sur mes appuis. C'est des trucs comme ça. C'est pas vraiment, enfin, des montées de genoux ou du shadow. Cette progressivité, elle est super importante pour être capable de ne plus avoir peur des coups. Pour mettre des coups, faut être à une distance où on peut en prendre, donc faut être capable de renforcer toute sa panoplie défensive. Oui, et peut-être aussi pour les personnes qui aspirent à pratiquer ces sports, avoir confiance justement dans l'enseignant qu'ils vont côtoyer pour leur apprendre ces techniques, ces bonnes attitudes justement. Ouais, mes deux coachs, bon, ils font plutôt l'unanimité, mais je sais pas, imaginons ton coach il plaît pas à tout le monde, mais à toi il te plaît, et bah garde-le. Enfin, c'est vraiment, bah c'est une relation quoi. C'est Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression à partir du moment où on est débutant et qu'on a quelqu'un qui connaît la discipline. Quoi qu'il y arrive, il va nous apprendre des choses. Donc si ça se passe bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément la meilleure salle de Paris ou de Bordeaux pour faire du MMA. ouais, exactement. Surtout que les meilleures salles, bah comme tout le monde sait que c'est les meilleures salles, il y a beaucoup de monde. Un des points qui m'ont fait autant adorer le Fight Industry ou le Mamoudi Gym, c'est que c'est pas des usines. Enfin, je sais pas si tu peux réaliser à quel point c'est un truc de fou, mais mon coach Hollywood, il me regarde faire du shadow, il me corrige sur mon shadow. Personne fait ça. Enfin, personne n'a cette, on va dire, C'est qualité sur mesure. d'attention. Ouais, vraiment, il fait les entraînements parce que le matin, je lui envoie des vidéos de ce que j'ai fait à l'entraînement. L'entraînement du soir, il est calqué sur ce que j'ai mal fait, sur ce que j'ai bien fait, on le renforce, etc. Pareil avec Nico. Nico, il donne les thèmes d'entraînement par rapport à ce que j'ai bien fait, mal fait en combat. Nico, il regarde tous mes sparring. S'il les regarde pas en live, il les filme, mais après, il me fait des retours. Enfin, c'est vraiment un entraînement élite auquel j'ai le droit et auquel j'ai eu le droit avant même d'être élite. Enfin, tu vois, je suis pas encore à l'UFC, j'ai l'impression que je suis plus chouchoutée que certains des combattants de l'UFC. Ouais, après, tu vois, sur ce que tu décris, c'est très habile de leur part et je suis persuadé qu'ils le font de manière très authentique et sincère. Mais c'est que le combattant en face, là, tu es obligé de te donner à 200% aux entraînements parce que quand tu as des coachs qui s'impliquent autant pour toi, voilà, ils ont sûrement Oui, oui, bien sûr. des familles, des loisirs, ils ont du taf avec d'autres athlètes, etc. Là, c'est incroyable. Voilà, quelqu'un qui fait une analyse de ton entraînement de la veille, du combat, qui te fait des thèmes derrière, tu peux pas y aller en dilettante, quoi. Donc tu tires le meilleur de toi-même, et eux tirent le meilleur de toi-même, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais alors déjà, je me rends compte que j'ai une chance inestimable. Après, c'est aussi une chance que j'ai provoquée, entre guillemets, parce que
bon, l'implication qu'ils mettent dans leur travail, c'est une chose avec laquelle j'ai pas de lien, on va dire, mais qui me donne à moi de l'attention. Je pense que c'est parce que bah, j'écoute tout ce qu'ils disent, je suis tout le temps là. Des fois, je pose des questions. Enfin, je suis vraiment active dans mon entraînement, active dans ma progression. Et ils savent que, entre guillemets, je vais les écouter au doigt et à l'œil. S'ils me donnent un conseil, enfin, tout de suite, c'est fait. Donc, c'est aussi ce qui fait que j'ai autant d'attention. Mais au-delà de ça, je sais que j'ai une chance inestimable d'avoir des personnes aussi professionnelles autour de moi, aussi investies, aussi passionnées et aussi compétentes. Parce qu'ils me donnent pas des conseils nuls. Enfin, tu sais, ils ciblent tout de suite ce dont j'ai besoin et voilà. À partir de quand tu as eu de bonnes sensations là? Tu parlais là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que tu fais du MMA, hein, c'est ça? Non, ça fait moins. Ça fait 3 ans. Et à partir de quand tu as eu de bonnes sensations pour ne plus subir justement les coups, un peu cette appréhension dont tu dis que toujours régulièrement au début des sparring, etc., il y a toujours cette appréhension. Mais à partir de quand tu t'es dit, ouais, je me sens plus dans mon cadre naturel, on va dire. Alors en fait, ma première année de MMA, je me suis blessée et j'ai eu une entorse à la nuque. Je pouvais plus lutter, je pouvais plus faire de sol. J'ai été obligée de faire que du striking. Et je pense que c'est à partir de ça, quand j'ai commencé à manger que du striking, que j'ai pris confiance dans mes moyens de défense. J'ai même fait que de l'anglaise, pour être honnête. Et les jambes, on les a rajoutées petit à petit. Par rapport à leur enseignement, ils sont deux, si je comprends bien, à te coacher de près. Il y a une forme de Ouais. concertation. Chacun se laisse un domaine ou des phases du combat. Ça se passe comment? H, il s'occupe plutôt du striking. Nico, il s'occupe plutôt de la structure de jeu, je dirais. Mais après, en fait, ils collaborent sur tout. Il n'y a pas vraiment de numéro un, on va dire. Ils travaillent vraiment bien ensemble. Ils se concertent, ils se mettent d'accord. Et surtout, ce qui est très pratique, c'est qu'ils ont une bonne partie de leur vision en commun. Et ils voient pas mal les mêmes choses, enfin les mêmes problèmes, les mêmes axes à améliorer, etc. chez moi. Et aussi, ce qui est super, c'est que H, euh, c'est une personne qui voit vraiment les choses dans son ensemble et qui voit les risques potentiels, ce qui peut mal se passer, ce qui va pouvoir prendre plus de temps, etc. Alors que Nico et moi, on est vachement des fonceurs. Et du coup, des fois, il nous remet un peu les pieds sur terre. Il dit, OK, mais attention à si ça se passe comme vous le dites très bien, mais enfin, tu sais, il Ouais, voit c'est vraiment les choses complémentaire. dans son ensemble. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est très, très intéressant. Et tu parlais tout à l'heure de tes journées, donc pour bien comprendre le rythme là, parce que on est sur une championne amateur, c'est déjà un très bon niveau, une belle implication. Ouais, Tu parlais du UFC tout à l'heure, tu vas te professionnaliser. Euh, c'est quoi oui. le rythme de tes journées là? Parce qu'en plus, tu as encore ton travail de prof de PS, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mes journées, elles sont assez effrénées, enfin, en semaine principalement. Bah, en fait, je me lève un petit peu avant 7 heures. Faut que j'ai fini tout ce que j'ai à faire avant 9 heures. Donc, si j'ai du travail, soit pour le lycée, soit pour la fac, soit du ménage, de la cuisine, peu importe. Faut que j'ai tout fini avant 9 heures. À 9 heures, je pars pour le Mamoudi. Ça commence à 10 heures, mais ça roule pas très bien à cette heure-là. Donc, de 10 heures à midi, je m'entraîne. Ensuite, je rentre chez moi le plus vite possible. En général, j'ai un quart d'heure pour me doucher et manger. Et je repars au travail. Euh, donc, je travaille en général jusqu'à 17h40. À 17h40, j'ai... dès que je termine, j'ai une demi-heure pour prendre mon goûter et ensuite aller à l'entraînement.
Et le soir, je finis, il est 20h30, quelque chose comme ça. C'est archi soutenu, quoi. Là, déjà, pour devenir championne, moi, je trouve ça hyper inspirant, mais ta journée, c'est que ton objectif. Tu as employé des expressions, je rentre chez moi le plus vite possible. Tu as parlé des durées de Ouais, transport tout à l'heure. Tu faisais du 50 minutes pour aller dans une bonne salle, etc. La 30 minutes pause goûter. Euh, T'as à peine le temps ouais, d'envoyer un SMS entre tes différentes activités. ouais, franchement, enfin, je sors jamais, je vois très peu de monde. Euh, si je sors de chez moi, enfin, c'est pour travailler, pour m'entraîner, voilà quoi. Ou pour voir mes amis en compétition le week-end. Et qu'est-ce qui te fait tenir sur la longueur? Parce que c'est quand même, c'est hyper, hyper intense, quoi. J'adore m'entraîner. Ça me passionne vraiment ce sport. J'arrive à m'épanouir dedans. Et en fait, c'est pas pour aller m'entraîner que j'ai besoin de tenir, c'est plus pour aller au travail. Et donc, j'ai pas trop le choix en fait de tenir parce que bah, je suis obligée de gagner de l'argent. Enfin, voilà. Ouais, manger, payer les factures, ouais. Exactement. Donc, c'est plus pour aller au travail que j'ai besoin de tenir. C'est pas pour le reste. Après, oui, à partir de l'après-midi, je commence à être KO, à avoir mal à la tête et tout. Enfin, c'est vraiment les gens ils se rendent pas compte, ils ont l'impression que je travaille que l'après-midi, donc ça va, c'est pas grand-chose. Mais vu que j'ai zéro pause, des fois j'ai à peine le temps de manger, je dois choisir entre me manger ou me doucher. Donc ouais, c'est quand même un rythme qui à la longue est dur à tenir. Mais en fait, je me vois pas diminuer ma, enfin mon rythme d'entraînement. Je me vois pas abaisser, on va dire, ma programmation d'entraînement parce que euh, les gens que j'affronte en face, en fait, ils font que ça. J'ai pas le choix si je veux gagner. Si je veux réussir dans ce que je fais, je peux pas m'entraîner moins qu'eux. Ouais, bah, après, moi, j'adore l'état d'esprit, hein, mais ouais, c'est de se dire qu'en fait, euh, entre guillemets, quoi que tu fasses autre que le MMA, qui est, voilà, ton objectif, les titres, devenir pro là-dedans, entre guillemets, tu perds ton temps. Je suis peut-être un peu dur Ouais, dans ouais, non, mais l'évaluation, mais c'est ça, c'est ça. Après, j'adore mon travail, je passe des bons moments là-bas et tout. J'adore les élèves, je rigole bien. Je suis contente quand ils progressent, etc. Mais en fait, je sais que pour le moment, mon objectif, il est tellement verrouillé sur le MMA que oui, ça me saoule d'aller au travail dans le sens où je sais que ça amenuise la qualité de mon entraînement. Ça diminue la qualité de mon entraînement. Moi, je récupère moins bien. Quand je sors du travail, j'ai l'impression enfin, que je sors de l'entraînement. J'ai pas pu digérer la séance du matin, entre guillemets, parce que je me suis pas reposée. Donc, ça m'embête d'y aller parce que ça m'éloigne de mon objectif. Mais après, le moment que je passe là-bas, il est agréable. Enfin, j'aime vraiment bien mon travail. ouais, ouais, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur, ok, j'arrive à l'entraînement, peu importe la salle là, euh, et je suis ultra focus. Et en fait, à la limite, tu peux Ouais. compenser peut-être les moments bah, où tu es au travail, entre guillemets, ton vrai travail pour l'instant en tout cas. Et Et même si tu n'as pas autant de temps sur les tapis, dans la cage que tu voudrais, la moindre seconde, tu vas la maximiser et capitaliser dessus à fond, quoi. ouais, et même en vrai, même quand je m'entraîne pas, je repense à l'entraînement. Enfin, j'y pense vraiment tout le temps. Mais les fois où je me réveille, enfin, je me rappelle rarement de mes rêves plutôt. Les fois où je me réveille et que je me rappelle de mon rêve, je sais que c'était un rêve d'entraînement ou de trucs comme ça. Ah ouais, Donc, ok, d'accord. Je crois que tu as trouvé ce que tu voulais faire. ouais. Même la nuit, je révise ce que je fais la journée. Donc, ouais. Hmm. Non, mais c'est génial. Et à quel moment tu te dis que tu passais euh, d'objectifs amateurs, qui sont déjà très ambitieux, voilà, championnat du monde, championnat national, à ok, là, moi, je veux devenir pro. Je crois que c'est à mes premiers championnats d'Europe de MMA. Euh,
Je sais pas, j'ai eu un déclic. Quand en fait j'ai su que j'étais qualifiée pour les mondes, je me suis dit non, enfin c'est sérieux, tu vois, championnat du monde, ça s'entend dans le titre. Faut, C'est pas mal. faut vraiment, voilà, enfin progresser sérieusement, etc. Et je pense que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai eu le déclic, que c'était ça que je voulais faire. Je savais pas encore que je voulais aller à l'UFC, etc. Je voyais ça comme un monde un peu lointain, un peu inatteignable. Et je pense que après les championnats du monde, mes premiers championnats du monde, je me suis dit, ok, j'ai vraiment un truc à faire et j'ai les capacités d'aller très loin. Donc maintenant, c'est à moi de mettre en place tous les moyens pour que ce soit pas gâché, on va dire. Bon, évidemment, à partir du moment où tu es inscrit à une compète, c'est pour la gagner. Mais j'ai pas l'impression que c'est ton obsession au quotidien. T'es plus porté par l'amour, voilà, la passion de la discipline et le fait d'être la meilleure possible au quotidien. Et finalement, tes résultats, c'est qu'une conséquence. Mais que toi, tu te focalises en fait sur l'effort. Et voilà, lundi, bam, mardi, bam, mercredi, bam, on recommence. Et effectivement, dans 3 mois, il y a le championnat du monde. Et là, ouais, on y va pour gagner. Non, je pense que si j'étais pas enfin si je faisais pas de compétition, je m'entraînerais pas sérieusement. Je pense que c'est Une vraiment, échéance. il me faut une échéance et il me faut surtout un objectif. Là, j'ai mes objectifs court, moyen, long terme, je sais où je vais et voilà. Enfin, j'y vais. J'aime pas faire des efforts dans le vent. Et là, le professionnalisme, du coup, ça s'annonce comment? Comment on devient pro? Ça marche comment? Le 15 mars, je vais faire mon premier combat professionnel. Comment on devient pro? Il suffit de trouver une organisation qui veut nous signer. Et ouais, nous, on avait pas mal de propositions depuis avant les championnats du monde. Et après les championnats du monde, on a vu qu'on était prêt. Donc enfin, mon manager, il a commencé à répondre aux offres, à faire monter un peu, enfin voilà, à construire notre carrière pro. Déjà, mon manager, c'est JB de la BTT. Il est, comment dire, très participatif dans le sens où il me demande souvent mon avis. Enfin, c'est pas lui qui décide tout et il, il aime bien me consulter. Enfin, pas que moi, hein, les coachs aussi. Donc, en fait, je trouve, ouais, on a un groupe sur WhatsApp, on parle très souvent, on se concerte très souvent et voilà, on voit ce qu'on veut, ce qu'on peut faire. Nous, on lui donne notre objectif final et lui, il essaye de construire le chemin le moins escarpé pour qu'on puisse y arriver. Il trouve des adversaires à mon niveau, il cherche les meilleures opportunités pour que je gagne en visibilité, que je puisse construire ma carrière tout simplement. Et nous, on travaille sur le reste, enfin sur tout le technico-tactique. Il y a toute une notion en fait de construction de carrière et d'ascension progressive. Ouais, c'est ça, exactement. Là, en fait, je vais pas affronter des adversaires aussi durs que j'affrontais aux IMAF parce que entre guillemets, c'est pas qu'on veut faire des highlights, mais faut faut assurer le début de carrière, c'est ça. Ouais, du coup, par rapport à ta vie personnelle, là déjà tu décrivais, hein, c'est hyper intense, t'as pas trop de temps pour toi. Tu faisais allusion à tes parents tout à l'heure, mais même ta famille, je sais pas si t'as une moitié, comment tu gères le truc et comment tu comptes gérer le truc, parce que là ça va encore plus s'intensifier, quoi. En fait, je me pose pas trop de questions sur tout ce qui est hors de mon objectif. J'ai pas trop d'énergie à dépenser entre guillemets là-dedans, donc ça se passe comme ça se passe. J'essaie de voir ma famille le plus souvent possible, mais il y a des périodes, c'est un peu compliqué parce que je suis à fond dans mes objectifs. Et voilà, là ils comprennent que c'est ma passion, ils comprennent que je suis un peu moins disponible à cause de ça. Et voilà, c'est pour le moment, voilà, c'est pas ma priorité.
C'est dur hein, de dire ça, mais je pense que si je veux y arriver, je gère mon énergie et mon temps de façon à tout optimiser. Et je les vois le week-end, ça me fait super plaisir, je suis très contente. Et après, le reste, pendant la semaine, c'est très compliqué de les voir, quoi. Là, je suppose que maintenant, enfin, on parlait de tes parents, mais tes amis et ton cadre, voilà, tes proches sont à fond derrière toi aussi, je pense, donc ils comprennent aussi, quoi. Ouais, franchement, ils comprennent et s'ils comprennent pas, bah le tri se fait tout seul, quoi. Ouais, mais en fait, c'est vrai qu'il y a que comme ça. Alors, il y a que des gens qui accomplissent des grandes choses, en fait, qui pensent comme ça, mais il faut être à 100% dédié à son objectif, sinon on se disperse. Ok, bah écoute, on arrive sur la fin du podcast. Je voulais savoir si tu avais un livre conseillé ou une personne inspirante et pourquoi. Pas forcément lié au sport de combat d'ailleurs, hein. Moi, les personnes qui m'inspirent le plus, pour commencer par la deuxième question, c'est mes deux coachs. C'est vraiment des modèles pour moi en termes de valeur de personnes qui sont vraiment exemplaires et aussi pour tout ce qu'ils m'apportent. Bah, enfin, j'ai une gratitude éternelle et infinie envers eux. Et un livre qui m'inspire, là en ce moment j'ai commencé Pourquoi je me bats de Randa Rosé, qui est intéressant, mais je crois que j'ai lu d'autres livres que j'ai trouvé mieux. Ah oui, il y a un livre que j'avais vraiment bien aimé de Naval Ravikant. C'était, je me rappelle plus du titre. Ouais, parler. Att- bah, il donnait un peu plein de conseils qui l'ont lui poussé à réussir et être heureux. Et il explique, bah je sais pas, en fait il expose vachement sa façon de voir les choses. Et c'est, en fait sur des tweets, il s'est mis sur Twitter. C'est un grand entrepreneur. Et sur Twitter, il tweetait souvent des réflexions, puis il retweetait, enfin il répondait, etc. À ses réflexions. Et ouais, je trouvais que c'était vraiment éclairant. Là aussi, une citation, une formule qui voilà, t'inspire au quotidien et que tu aimerais partager. Oxmo Puccino, dans une de ses chansons, il dit Tu connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour à 2 minutes de la victoire. Et c'est vrai qu'en fait, cette phrase, elle m'inspire beaucoup parce qu'on a souvent des millions de raisons et d'excuses pour arrêter un projet, ce qu'on fait. Enfin, et 80% du temps, elles sont valables, hein, ces excuses. Mais des fois, en fait, il faut juste s'accrocher à une bonne raison de continuer pour y arriver. Et je trouve, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me fait bien fonctionner, ça. De me dire que je peux pas faire demi-tour maintenant, dans 2 minutes, je vais gagner. Enfin, souvent, mon objectif, il y a des moments où j'ai un peu envie de baisser les bras, c'est dur, c'est fatigant, c'est machin, c'est tout ce que tu veux. Mais je peux pas, enfin, j'y suis presque, même si ce presque, il est encore un petit peu loin, on va dire, mais enfin, il y a la lumière au bout du tunnel, donc non, faut absolument que j'ai ça. Quand je veux Ouais, quelque chose, c'est foutu, il me le faut. C'est un accomplissement qui me tient tellement à cœur que bah go, enfin, je peux pas m'arrêter. Si ça me fait vibrer autant, c'est que voilà, je dois faire ça. ce que je te propose, c'est, et pour conclure, peut-être nous parler de tes prochaines actualités ou évoquer tout ce que tu veux partager là. C'est encore plus ton moment. Ok. Bah, mes prochaines actualités, ça va être mon premier combat pro le 15 mars au KOF. Ce sera
au Havre. Donc, j'espère qu'il y aura plein de monde qui va venir me soutenir. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci beaucoup d'être venue, Delphine, et à très bientôt. Merci à toi, c'était super intéressant. Merci. Ciao. Ciao.